Salutations, amigos et girls de tous les coins. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Si vous avez chaud, les petites, allez-y, hein, dévêtissez-vous. Il n'y a pas de souci. Envoyez des cams. Non, qu'est-ce que tu bon, hein. Alors, bienvenue sur cette chaîne qui parle de littérature. Donc, quand on dit littérature, ça parle pas de vie. Hein. Oui, ça parle de livres. Donc, on raconte des histoires connues. Donc, on a déjà fait du H.G. Wells, on a déjà fait du Jules Verne, on a déjà fait du Edgar Poe. Oui, je me souviens plus. Oui, il me semble qu'on a fait, ouais. On a déjà fait, on a déjà fait pas mal, hein. Il y a de quoi faire quand même sur la chaîne. Vous êtes quoi écouter. Et puis des histoires écrites par votre ami Toutou Lire, le célèbre chien qui a écrit avec ses petits coussinets. Alors, c'est des histoires, la plupart du temps fantastiques, donc qui, soi-disant, font peur. Parce que bon, et que vu comment qu'on les raconte, du coup, elles font pas peur. Donc, ma première parenthèse, avant de parler un peu d'émission vite fait, ma première parenthèse pour tout le monde qui passe par ici, c'est une chaîne où on crée des personnages. Donc, le personnage qui va pas tarder à parler, il a tous les défauts que vous détestez. Mais c'est pour bien se foutre de cette nature humaine de con. Hein, donc, je vous présente la poule qui est raciste, homophobe. Le seul truc qu'elle aime, c'est la richesse. Ah ouais, la poule. Déjà, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis pas. Vous êtes tous des merdes, c'est pas de ma faute. Ouais, voilà, on entendra ça pendant l'émission quand tu vas te la ramener. Donc, ensuite, donc on a une première partie où on raconte l'histoire. On va en arriver après à dire ce que c'est comme histoire. La deuxième partie, c'est le prolongement de la première. Donc, si on parle de saucisson dans la première partie, dans la deuxième, on parle de cochon. Et la troisième partie, vous n'êtes pas obligé d'écouter. D'ailleurs, en ce moment, on n'a pas grand-chose à dire. Vous n'êtes pas obligé de nous croire. On fait que se faire une petite critique de cette société. Voilà, quoi. En tout cas, moi, je me sens pas complotiste. Je me pose des questions et puis il n'y a pas grand-chose qui font que je réponde à ces questions et puis c'est pas les médias qui répondent à mes questions, voilà. Donc cette émission est co-animée par Takakura. Alors comment tu vas depuis Lucas, t'es en train de fondre, on dirait un vieux coca en plein soleil. Oh, tu m'étonnes. Ouais, Bon, donc c'est tout. voilà, moi le personnage principal, la grande poupole toute puissante, la white poupole. Et voilà, tout ce qu'il y a de plus pur, tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus de magnifique. Pas comme vous, quoi. Mais bon, voilà, j'ai votre humble déesse. Vient vous divertir un petit peu, hein. Bien sûr, ces deux gros nigauds vont encore dire de la merde tout le long, mais bon, c'est pas de leur faute. Je sais, vous avez impatience que je parle. Je sais que vous attendez que ça, que je parle. Bah, tu parles depuis tout à l'heure, hein. Donc sinon, Takakura, tu ressembles à un coq qui est en train de fondre en plein soleil. Non, mais ça, c'était la poule. Ah, c'est un poule qui ressemble à un coco. Ouais, moi, je ressemble juste à un sorbet au citron qui... ouais, il fait chaud. Bah oui, surtout que les fenêtres fermées pour qu'on puisse pas entendre des sons à l'extérieur, on est encore plus chaud. C'est chiant, la glace que j'ai mis chez moi sur le sol, elle est en train de fondre. Bah moi c'est chiant la glace que j'ai mis sur une gonzesse, il y en a plus. Non, mais Je elle a sais pas poussé, c'est pourquoi. normal. Hein? Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle était un peu trop chaude, la glace. Mais ça Ouais. va pas, non? Oui, Bon, ouais, c'est tout, hein. oui, la gonzesse. Voilà. Bon alors, l'histoire, en ce moment, nous sommes à la partie... je sais même plus combien de parties, moi, du coup. Attendez, hein, je regarde combien de parties on est. À la partie 6. Donc, la partie 6 de La peau sur les os. Un livre, enfin, une nouvelle de Stephen King. Donc, blablabla, on va pas, je parle pas pendant 2 heures d'un résumé, hein. Donc, c'est l'histoire d'un avocat, il a écrabouillé une petite vieille, ensuite il se met à maigrir, son pote se transforme en lézard, et puis, voilà, c'est des malédictions, voilà, on en est là, donc, je trouve que King s'étale un peu trop en ce moment sur certains chapitres, parce que bon, les derniers chapitres, je sais pas ce qu'il faisait chez cette vieille, mais ça a traîné, hein. Mais bon, voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc, puis la deuxième partie, du coup, ça parle de malédiction. Donc, installez-vous tranquillement. Donc, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, hein, on fait des voix. Enfin, des voix avec la voix un peu cassée, ça va être difficile, mais on va tenter. Donc, le seul accent qu'on sait faire, c'est l'accent africain et l'accent allemand-russe. L'accent africain qu'on fait jamais, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Mais sinon, à part quand c'est la poule qui parle. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Voilà, donc on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire le sérieux et tout et tout.
Donc entre des moments on dit entre des phrases on dit un peu n'importe quoi. Puis bon, il y a des personnages qui disent n'importe quoi. Et puis la poule intervient souvent. Puis souvent il m'arrive aussi de remettre Takakura sur la droite ligne parce qu'il se plante dans une phrase. Donc oui, il se trompe dans une personnage. Mais bon voilà. Allez, installez-vous tranquillement. Chapitre partie 6 de la pause sur les os. Alors installez-vous, pas de chocolat chaud, parce que si vous buvez le chocolat chaud et que vous vous brûlez, vous partez pas plein de chez nous. Allez, partie 12. Duncan Hopley. Alec, n'importe quoi. C'est le titre du chapitre. Pardon. Chapitre 12. Duncan Hopley. Alec avait dû solliciter un congé spécial afin d'aller se soumettre aux examens métaboliques. Et Kirk Penchley avait accédé à sa requête avec une facilité presque indécente, qui le mettait en face d'une vérité qu'il aurait 1000 fois préféré ignorer. Il voulait se débarrasser de lui. Avec son double menton qui n'était plus qu'un souvenir, ses pommettes nouvellement saillantes et son visage à l'ossature désormais anguleuse, il fichait la bourdon à tout le bureau. Bien sûr. Ah non, c'est pas lui. Non, ça c'est pas le docteur. Non, mais bien sûr. Hein. S'était écrié Penchley avant même que Billy eût achevé sa phrase. Il parlait avec cette intonation exagérément violente que les gens adoptent lorsqu'ils savent que vous avez quelque chose de vraiment grave, mais se refusent à l'admettre. Il avait baissé les yeux et il fixait l'endroit où se trouvait jadis la bedaine de Alec. Mais tout le temps qu'il vous faudra, mon petit Bill. Pas trop long quand même, hein. On va s'emmerder sinon. La poule, c'est apprenez à fermer ta... Quoi? Ta gueule. Ton bec. Ouais, c'est vrai. Ton bec. Ta gueule. Oh. Sur le moment, Alec avait répondu qu'il n'avait besoin que de 3 jours. Et à présent, il rappelait Penchley d'une cabine de la cafétéria voisine pour lui annoncer que, tout compte fait, il resterait peut-être absent plus longtemps que cela. Il lui fallait beaucoup plus de 3 jours, et pas seulement à cause des examens métaboliques. À nouveau, la petite flamme lui vacillait dans la tête. C'était toujours la même idée. Pas tout à fait une lueur d'espoir, mais c'était mieux que rien. Oh, mais combien de temps? Le pire, c'est que j'aurais oublié la voix dans la prochaine chapitre et il parle beaucoup dans la prochaine émission. Interroge Penchley. Oh, je ne sais pas, le temps de finir cette plaquette de peur, dit-il. En 15 jours ou moins. Enfin, peut-être un mois. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Et Alec comprit que Penchley lui prêtait des arrière-pensées qui devaient être du genre « la vérité, c'est que je ne reprendrai jamais mon poste à Kirk. La dernière biopsie enfin révélé un cancer. À présent, on va me faire le grand jeu, bombe au cobalt, chimiothérapie, interféron. Si on arrive à mettre la main dessus, la L-Tril, peut-être si je me laisse appâter par l'espoir que font miroiter de douteuses cliniques mexicaines. La prochaine fois que vous me reverrez, Kirk, je serai dans une longue boîte capitonnée de beurre avec un oreiller en satin sous la tête. T'en fais pas, je m'occupe de ta famille et de tes affaires. Quoi, tu veux pas y passer pour une fois? Après ça. Et Billy, qui n'avait guère éprouvé que de la peur ces 6 dernières semaines, sentit naître en lui un début de fureur. Ce n'est pas ce que je vous dis. Bon Dieu, je n'en suis pas encore là. Pas de problème, Billy. Il faudra que je confie le dossier à Ron Baker, mais pour le reste, il n'y a pas de feu. On attendra votre retour. Pas le feu, mon œil. Mes dossiers seront répartis entre les divers collaborateurs de la firme dès cet après-midi. Et pour ce qui est de l'affaire Hood, ça fait déjà 1 semaine que vous avez chargé Ron Baker, de prendre ma succession. Il m'a appelé jeudi dernier pour demander ce que Sally avait foutu de ces sacrés procès-verbaux de la compagnie du gaz.
Non, le seul moment où il n'y a pas le feu, pour vous, c'est le dimanche après-midi, quand vous dégustez un poulet grillé dans le jardin de votre fermette du Vermont. Hein, mon petit Kirk, n'essayez pas de m'embobiner. Je suis moi-même un embobineur de première. Je dirais à ma secrétaire qu'elle transmette le dossier à Ron. Dit Billy, et il ne put se retenir d'ajouter. Ah, je crois d'ailleurs qu'il a déjà en main les constats de la compagnie de gaz. Il y eut un silence pesant à l'autre bout du fil, le temps que Kirk Penchley encaissa. Puis il fit. Eh bien, si jamais je peux vous être utile à quelque chose, Ah, il y a bien un service que je pourrais vous demander, esclave. dit Billy. Mais ça risque de vous paraître un peu broquignol. En cas de service, interrogea Penchley avec une pointe de circonspection dans la voix. Vous vous souvenez du problème que j'ai eu au début du printemps? Ouais, mon accident. Oui, Non, la femme que j'ai culbutée, renversée, était une zigane, vous le saviez? je l'ai appris par le journal. Admit Penchley avec réticence. Elle faisait partie d'un quoi? Ah, d'un groupe de singes! Voilà, ça y est. Je crois qu'on peut appeler ça une troupe. Une troupe de saltimbanques gitans. Ils campaient dans un champ. Ouais, dans le vide ordure. À la sortie de la ville. Ils avaient fait un arrangement avec un cultivateur. Encore un qui fout rien. Qui était en panne de liquidité. J'ai entendu dire que tu servais de bouse pour le cultivateur de la poule. Oh, j'adore. En une seconde, fit Penchley. Non, non, quittez pas. Putain, descends. Sa voix avait soudain perdu ses intonations faussement éplorées. Elle avait retrouvé son accent pète, sec, que Billy connaissait bien et qu'il préférait infiniment. Il esquissa un sourire. Ah bon. Penchley était un avorton, d'1,50 m, affligé d'un visage simiesque Tu ressembles à la poule. et d'une calvitie prononcée. La poule. Oh, qui paraissait nettement plus que ses 45 ans. Toujours la poule. C'est ça. Billy l'imaginait en train de rafler un bloc sténo et un de ses feutres à pointe extra fine, qu'il affectionnait tant avec des gestes fébriles. Quand il se lançait à fond, Penchley était un des hommes les plus malins et les plus tenaces que Billy eût jamais rencontrés. Bon, continuez. Comment s'appelle le cultivateur en question? Ancaster. Là, le lard, Ancaster. Ta gueule, c'est Lars qui se dit. Oh. Quand j'ai écrasé cette femme, Son nom? un coup de rein. Oh. Alec ferma les yeux. Et il fouilla dans sa mémoire. Bizarrement, en dépit de tout ce qui lui était arrivé, le nom ne lui était pas revenu en tête. Une seule fois depuis sa comparution. Lank. Ouais, Lank, dit-il à la fin. Elle s'appelait Susanna Lank. L-A-N-M-P-K-1? Non, pas de... Oh, t'as eu peur que... Oh, pardon. D'accord. Après l'accident, on a fait comprendre aux gitans qu'ils étaient devenus indésirables à Fairview. J'ai de bonnes raisons de penser qu'ils sont allés à Braintree, moi aussitôt après. Est-ce que vous pourriez retrouver leur piste à partir de là? Je voudrais savoir où ils ont planqué les paquets de beurre. Oh, Je suis prêt à payer les enquêteurs de ma poche. c'est dégueulasse. Oui, le piège parlait, puis voilà, du coup, en ayant crainte, on vous présentera l'audition. Fit Penchley avec bonne humeur. Mais moi aussi, je veux l'addition. Tiens. Hein? Eh bien, s'ils ont continué vers le nord de la Nouvelle-Angleterre, on les retrouvera sûrement. Par contre, si jamais ils ont été vers le sud, en direction de New York, on risque d'avoir du mal. Surtout, s'ils sont passés dans le New Jersey. Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Vous craignez qu'ils vous réclament des dommages et intérêts? Oh non, dit Alec. Mais je voudrais m'entretenir avec le mari de la défunte. S'il s'agit bien
De son mari. Ah bon? Le plaquet, voleur de plaquettes de beurre. Oh, arrête de parler avec ton oreille. Fit Penchley. Et une fois de plus, Alec devina ses pensées avec autant de clarté que s'il les avait formulées à haute voix. Alec met de l'ordre dans ses affaires, il règle ses dettes, soit il veut filer un chèque au vieux Romano, soit il veut simplement lui parler d'homme à homme, lui présenter ses excuses et lui donner une chance de lui flanquer son poing sur la gueule. Merci, Kirk, Oh, non, m'en remercions pas, allez, hein. dit Penchley. Tranchez dans vous soigner, c'est tout. D'accord, dit Billy. Et il raccrocha, il retourna au comptoir. Son café avait refroidi. Billy ne fut pas tellement étonné en constatant que Rain Forsworth, l'adjoint de Hopley, assurait la direction des services de la police de Fairview en l'absence de son chef. Foxworth le reçut assez aimablement, mais il avait l'air harassé, et l'œil exercé de Alec discerna aussitôt une disparité flagrante entre les deux corbeilles à courrier de son bureau. La corbeille réservée à la correspondance en cours, débordée de paperasse. Celle destinée au courrier à classer était pour ainsi dire vide. L'uniforme de Foxworth était impeccable, mais il avait les yeux injectés de sang. Il annonça à Alec que Duncan Hopley avait une mauvaise grippe. À sa manière de dire cela, on sentait qu'il avait déjà servi 100 fois la même explication sans le modifier d'un iota. « Il est absent depuis 2 jours, conclut-il. Une mauvaise grippe, Fit Billy. Exactement, fit Foxworth, et son regard défiait Billy d'y trouver quelque chose à redire. La réceptionniste informa Billy que Wooston recevait un patient. Non, c'est urgent. Vous voulez bien insister? Dites-lui que je n'en ai que pour 1 minute. Une explication de vive voix aurait sans doute mieux convenu, mais le cabinet de Wooston était à l'autre bout de la ville. Billy s'était rabattu sur le téléphone. Il était dans une cabine juste en face de l'hôtel de police et il était même parvenu à se jucher sur le magnifique tabouret. Posture que sa corpulence lui était interdite quelque temps plus tôt. On n'est pas obligé de voir cette posture, hein. Allez, moi je me mets là. Voilà. Reste comme ça. Ah. Je m'occupe de ton combiné. Au bout d'un assez long moment, Houston se décida enfin à prendre la communication. Sa voix était froide, distante, et elle dénotait plus qu'un soupçon d'irritation. Soit qu'il devint expert dans l'art de lire dans les pensées, Oh là. soit tais-toi donc. Oh, c'est ça, Paul a le droit de parler, pas moi. Vraiment en pleine paranoïa. Non, toi t'as pas le droit de parler. Oh. Toi aussi. Ouais. Alec capta fort clairement le message que lui transmettait ce ton froid. Vous n'êtes plus mon patient, Billy. Je flaire en vous une détérioration irréversible qui me rend très très nerveux. Tout ce que je vous demande, c'est une bonne maladie bien normale, quoi, que je peux diagnostiquer et traiter comme il convient. Si vous ne pouvez pas m'accorder cela, il n'y a pas lieu que nos relations se poursuivent. Nous avons disputé d'excellentes parties de golf, mais cela ne fait pas de nous des amis. J'ai un avertisseur d'électronique sonique grâce auquel on peut me contacter à tout moment. Mon cabinet est équipé d'une matériel de diagnostic dans lequel j'ai investi plus de 200 000 $. Et l'éventail des médicaments que je suis susceptible de prescrire est si étendu que... Eh bien, tenez, si j'en faisais établir la liste par mon ordinateur, la feuille imprimée serait aussi longue pour couvrir la distance qui va du portail d'entrée du Country Club à l'intersection de Lantern Drive et de l'Arc de Park Lane. Grâce à tout cela, j'ai l'impression d'être intelligent. J'ai l'impression d'être efficace. Et voilà que vous me donnez le sentiment d'être aussi inepte que ces médecins de XVIIe siècle dont tout l'arsenal thérapeutique sera mené à des sangsues comme la poule contre l'hypertension et un trépan contre les maux de tête. Et ce sentiment me plaît pas.
mon petit vieux. On peut même dire qu'il me déplaît souverainement, qu'il me, qu'il me casse ma planète. Ah, et moi, je veux planer en paix. Alors allez vous faire voir. Moi, je m'en lave les mains. Je viendrai m'incliner sur votre dépouille. À moins que le bip bip de mon avertisseur ne m'appelle à des tâches plus urgentes. C'est ça, casse-toi le canet. Reboule la gamme, là. Hmm. La médecine moderne, marmonna Billy. Comment? Parlez plus fort, voyons, Billy. Ne croyez pas que je veuille vous expédier, mais mon assistante n'a pas pu venir ce matin et je suis complètement débordé. Je n'ai qu'une question à vous poser, Mike. Off, dit Billy. Où sont les plaquettes de bain? Off. Ah non, off. Oh. De quoi souffre Duncan MacLeod? Play. Oh. Houston. Il souffre de rien, Duncan MacLeod, il est jamais malade. Houston. Pardon. Houston laissa passer 10 bonnes secondes avant de répondre. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il souffre de quelque chose? Il n'a pas pris son poste depuis 2 jours. Ron Foxworth Ouais, c'est pour ça que je le dis à la Mike, parce que la fin, ça fait penser à Mike. prétend qu'il a la grippe. Mais Ron Foxworth n'est pas foutu de faire passer un bobard. Il y a eu un long silence, puis... Étant avocat, vous devriez savoir... Ah putain, petit... Oh, c'est de la boîte. Oh, la vache. Étant avocat, vous devriez savoir que je suis tenu comme vous au secret professionnel. Si je divulguais des informations de cette nature, ça pourrait me mettre en mauvaise posture. Si jamais quelqu'un tombait sur cette fiole que vous gardez précieusement dans le tiroir de votre bureau, vous seriez en mauvaise posture aussi. Et même dans une posture tellement périlleuse qu'elle fuirait de l'acrophobie, un danseur de corps. C'est pas bon le chantage. J'en veux, sinon. À nouveau, Houston resta quoi? Un moment. Et quand il parla, ce fut d'une voix étranglée, de rage, où transperçait une sorte d'angoisse. C'est une menace? Non, c'est une promesse. Non, soupira Billy. Non. Non, soupira Billy. Non, je soupire Billy. Mais ne me faites pas le coup de la vertu offensée, Mike. Dites-moi ce Play, et ça n'ira pas plus loin. Mais pourquoi vous voulez le savoir? Oh, bon Dieu, vous n'êtes quand même pas bouché à ce point, Mike. Je ne vois vraiment pas quoi. Vous avez rencontré 3 cas vraiment insolites à Fairview ce dernier mois. Vous n'avez pas opéré de rapprochement entre eux? En un sens, cela se comprend. Les symptômes étaient très différents. Par contre, leur étrangeté même aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Je me demande si un autre médecin, un médecin plus compétent, qui n'aurait pas découvert le plaisir de se tapisser quotidiennement les narines d'un demi-gramme de cocaïne à 100 $ le gramme, n'aurait pas établi un lien en dépit de la disparité des symptômes. Et attendez une minute. Pas. Non, je n'attendrai rien. Vous m'avez demandé pourquoi je tentais à le savoir. Et je vais vous le dire, mon Dieu. Je continue à maigrir. Je t'ai perdu. C'est sûr. Du beurre. Redis, tu viens de Du beurre. Pourtant, je me force à ingurgiter au moins 4000 kilos de beurre par jour. Et 250 pots de mayonnaise. Mais pas de saucisson, ça c'est à moi. Si, Karen Rosington a attrapé une maladie de peau. Très bizarre. D'après sa femme, il est en train de se transformer en sac à main de foire. Et il s'est fait hospitaliser à la clinique Mayo. Là, il va bientôt le bouffer. À présent, je veux savoir de quoi souffre Duncan. Play. Mais accessoirement, je veux que vous me disiez si vous aviez eu d'autres cas. Une
expliquer. Ah, Billy, vous n'y êtes pas du tout. On dirait que vous êtes atteint d'une espèce de monomanie. Je ne sais pas ce que vous avez en tête. Non, c'est très bien comme ça. Mais je veux que vous me répondiez. Si vous ne voulez pas me le dire, je finirai par l'apprendre, par d'autres moyens. Oh, restez en ligne. Oh, une ligne, hein, rien de tel, attendez. Si nous devons discuter de ce genre de choses, je préfère aller dans mon bureau. Nous y serons plus tranquilles. Entendu? Hein. Il y eut un déclic, au moment où Austin enfonçait la touche d'attente. Dans sa cabine de téléphone, Alec transpirait à grosses gouttes. Moi aussi. Était-ce une ruse? Houston essayait-il de se débarrasser de lui? Ah! Puis, il y eut un deuxième déclic! Vous êtes toujours là, Billy? Ah oui. Ah bon, fit Houston. Il y eut une note de désappointement presque comique dans sa voix. Il poussa un soupir et ajouta: Duncan Hopley est victime d'une attaque d'acné carabinée. Hmm. Billy se laissa glisser à terre et il ouvrit la porte de la cabine. Tout à coup, il étouffait là-dedans. Ah, de l'acné. Oui, des boutons, des points noirs, des pustules, c'est tout. Vous êtes content? Ah, personne d'autre n'a rien. Non, et puis des boutons sur la gueule, ce n'est tout de même pas si aberrant que ça. À vous entendre, on serait presque cru dans un roman de Stephen King. Eh, ça va de se faire de la pub dans son propre livre? Mais croyez-moi, vous êtes loin du compte. Dun Play est victime. Un dérèglement glandulaire passager, c'est tout. Soit dit en passant, ça n'a rien de bien nouveau. Il y a des problèmes de peau plus ou moins chroniques depuis l'âge de 12 ans. Très rationnel. Mais si on ajoute à l'équation les paramètres formés par Carrie Washington, qui se songe en alligator, et William J. Halleck, avec son anorexie involontaire, vous ne trouvez pas que ça se remet à ressembler un peu à du Stephen King? C'est votre métabolisme qui déraille, Bill, fit Winston d'une voix patiente. Faut qu'à lui, je ne sais pas. J'ai vu pas mal de... De trucs bizarres, je sais. Acheva Billy. Cocaïno... Non, ce cocaïnomane, bouffi de prétention, était-il vraiment son médecin depuis 10 ans? Oh mon Dieu, était-ce possible? Ah, vous avez vu Lars Armcaster ces temps-ci? Il ne fait pas partie de ma clientèle. Dit Houston avec agacement. Je croyais que vous n'aviez qu'une question à me poser. Bien sûr, Caster ne fait pas partie de votre clientèle, se disait Billy, la tête tourbillonnante. Il ne règle jamais ses factures, en temps voulu, pas vrai? Et quand on a des goûts aussi dispendieux que les vôtres, on ne peut pas se permettre d'avoir des honoraires en souffrance, n'est-ce pas? Encore une, et ce sera vraiment la dernière, dit-il. Quand avez-vous vu Duncan O'Play pour la dernière fois? Il y a 15 jours. Merci. La prochaine fois, n'oubliez pas de prendre rendez-vous. Ouais, dit Houston d'une voix acerbe avant de raccrocher. Duncan Hopley n'habitait tout de même pas Lantern Drive, mais son traitement de chef de la police était plus que confortable, et il possédait une coquette maison en bois du style colonial sur Ribbonnacker Lane. Billy vint se ranger dans son allée à la tombée du jour. Il sonna à la porte de devant, mais personne ne vint lui ouvrir. Il sonna une deuxième fois, toujours rien. La troisième fois, il laissa son doigt sur la sonnette pendant un bon moment, mais il n'eut pas plus de succès. Il s'approcha du garage, mit ses deux mains en coupe autour de son visage et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La voiture de Hopley, une Volvo d'une discrète couleur rouille, immatriculée FVWI, était bien là. Il n'y avait pas de seconde voiture. Hopley était célibataire,
Billy revint sur ses pas et se mit à marteler la porte de poing. Il cogna pendant 2 bonnes minutes. Et au moment où son bras commençait à se fatiguer, ouais, parce qu'à force de perdre du poids, il fait beaucoup trop d'exercices, une voix enrouée lui cria ouais. Oh, barrez-vous! Oh, foutez-moi la paix! Oh, laissez-moi entrer. Je sais que vous avez mes plaquettes de beurre. Vociféra Billy. Oh, il faut que je vous mange, je vous parle. Silence. Au bout d'un moment, Alex se remit à tambouriner. Cette fois, il n'obtint qu'une réaction. Il s'interrompit brusquement et il lui sembla percevoir un infime frôlement de l'autre côté de la porte. Il eut la vision de Hopley, tapis à l'intérieur, attendant qu'il se décourage et décide à lui fiche la paix. La paix, ou ce qui tenait présentement lieu d'un univers de d'Uncle Hopley. Billy dénoua son poing endolori. Hopley, je sais que vous êtes là. Dit-il calmement. Vous n'êtes pas obligé de me parler. Écoutez-moi, c'est tout. C'est moi, Billy Alec. Ça y est. Il y a 2 mois, j'ai eu un accident. Une vieille plaquette de beurre traversée en dehors des clous. Il perçut un autre mouvement nettement audible. Cette fois, de l'autre côté de la porte, était-ce un bruit de pas étouffé? Je l'ai renversée. Oh, et elle est morte dans une poêle. Et maintenant, je te paierai. Je ne suis pas au régime, mais je maigris régulièrement. J'ai déjà perdu dans les 35 kilos. Si ça ne s'arrête pas, je ressemblerai bientôt à un de ces squelettes vivants qu'on exhibe dans les foires. Gary Rosington, le juge Rosington, a été chargé d'instruire l'affaire. J'ai comparu devant lui, et il a aussitôt prononcé un non-lieu. Il a contracté une maladie de peau extrêmement bizarre. Billy crut entendre une exclamation étouffée. Et il s'est fait admettre à la clinique Mayo. La chance. Les toubibs lui ont certifié qu'il ne s'agissait pas d'un cancer, tout en étant incapable de préciser la nature réelle de son mal. Washington préfère se dire que c'est un cancer de la mayonnaise, plutôt que de s'avouer la vérité. Ma plaquette de beurre. Billy avala sa salive avec difficulté. Il avait la gorge nouée. C'est un maléfice d'Igan, Hopley. Je sais bien que ça paraît dingue, mais c'est la vérité. C'est ce vieillard qui m'a touché à la sortie du palais de justice. Il a touché Rosington à la braderie de Roundtree, et où il était allé avec sa femme. Et vous, Hopley, est-ce qu'il vous a touché? Il y eut un très long silence. Et puis, un mot unique, chuchoté, guère plus qu'un souffle, filtra jusqu'à Billy par l'interstice de la boîte à lettres, incorporée à la porte. Et c'était le mot « Oui !»« Quand et où ?» Pas de réponse. « Hopley, où les gitans sont-ils allés après leur départ de Roundtree? Vous le savez ?» Pas de réponse. « Oh, il faut que je vous parle. Ma plaquette de beurre, » dit Billy avec désespoir. « J'ai une idée, Hopley. Je crois que... » « Il n'y a rien à faire !» murmura Hopley. « Oh, il n'y a rien à faire !» C'est allé trop loin, vous comprenez, Alec. Trop loin. Il émit un affreux soupir moribond. « Il nous reste une chance !» protesta Alec avec fureur. « Vous n'êtes quand même pas assez mal en point pour refuser de la saisir. » Silence. Bill attendit, tout en se creusant la tête à la recherche d'arguments supplémentaires. Il n'en trouvait pas. C'était fichu. Hopley n'allait pas le laisser entrer. Au moment où il s'apprêtait à faire demi-tour, Le Pen... Merde, ça va être dur à dire maintenant, hein. Le Pen joua et la porte s'entrebâilla. Bon, c'est le truc à serrer dans la porte, on va dire, hein, parce que bon, c'est pas Le Pen qui joue avec la porte, hein.
Billy posa les yeux sur l'intervalle mince et noir qui séparait la porte du chambranle. Il perçut de nouveaux frottements assourdis qui cette fois s'éloignaient vers le fond du vestibule obscur. Il sentit que la chair de ses flancs et de ses avant-bras se hérissait de chair de poule. Ouais, pour une fois qu'elle est là encore, il fut à 2 doigts de partir malgré tout. Oh, diable, Play. Se disait-il. Si Kirk... Pensée n'est pas capable de retrouver la trace de ces gitans, c'est que personne n'en est capable. Alors, oublie Play. Non, tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de voir en quoi il s'est changé. Faisant taire sa voix intérieure, Billy posa la main sur la poignée, poussa la porte et pénétra dans la maison du chef de police. Il vit une forme indistincte au fond du vestibule d'entrée. Oh, Une porte s'ouvrit sur la gauche et la forme s'engouffra dans l'ouverture. oh. Une lumière diffuse en émanait. Et l'espace d'un instant, une ombre mince et effilée s'étira en diagonale sur le plancher du couloir. Elle se cassait en deux pour escalader le mur du fond jusqu'à mi-hauteur et sa tête difforme passa brièvement sur une photographie encadrée qui montrait Oakley en train de recevoir une médaille des mains du président de la section locale de Rotary Club. Cette ombre noire qui barrait la photo avait quelque chose de funeste. Billy s'avança vers l'extrémité du couloir. Il n'en menait pas large. Il s'attendait presque à ce que la porte se referme dans son dos. Oh, elle est bizarre cette plaquette de beurre. Passe en avant, moi je vais surveiller les arrières et fouiller un peu la maison. Oui, je te regarde. Hein? Je te regarde. Ça. La serrure allait se verrouiller d'elle-même. Et le tzigane jaillira de l'obscurité et se jettera sur moi. Merde, c'est vrai. Par derrière, comme dans la grande scène macabre d'un film d'épouvante, en 2 bas étages. Bon, alors, allez, saisis-toi, couillon. Mais son cœur continuait de battre à toute allure. Il s'aperçut que la maison de Play était imprégnée d'une odeur désagréable. Une odeur fade et douceâtre de viande gâtée. Il s'arrêta devant la porte ouverte et resta immobile un moment. La pièce semblait être une sorte de bureau ou de cabinet de travail, mais l'éclairage était tellement indécis qu'il n'y avait pas moyen d'en être certain. Oh, plaquette de beurre. Oh, Play. Oh, entre eux! Murmura la voix moribonde. Il obtempéra. C'était le bureau de Hopley, en effet. Les murs étaient couverts d'une quantité surprenante de livres et un épais tapis afghan d'une chaude couleur sang de bœuf ornait le sol. La pièce était de petite dimension et en temps normal, elle devait être plaisante et douillette. Un bureau de chêne vernis clair trônait en son milieu. Une lampe à col de cygne en acier nickelé était posée dessus, et Hopley en avait baissé l'abat-jour un maximum. À l'exception de ce minuscule cercle lumineux qui se concentrait sur un point unique du buvard de sous-main, la pièce était entièrement plongée dans une pénombre réfrigérante. Quant à Oakley lui-même, oh, c'est quoi? Ce n'était qu'une masse sombre au contour vaguement humain, affalée dans ce qui semblait être un fauteuil IMSS. Ça y est, il est en train de renifler la poule, c'est bizarre ce truc. Billy avisa une chaise dans un coin, et il y alla s'y asseoir, conscient d'avoir jeté son dévolu sur celui de tous les sièges de la pièce qui était le plus éloigné de Hopley. Il s'efforça de discerner les traits du chef de la police, mais c'était impossible. Son visage était une ombre noire. Billy s'attendait presque à ce que Hopley relève brusquement la lampe pour lui braquer en pleine figure le faisceau aveuglant de l'ampoule halogène. Ensuite, Hopley se pencherait vers lui, tel un flic de film noir, et il vociférait avec l'accent de Brooklyn, que je sais pas faire. « Oh, c'est que c'est toi qui as fait le coup, Mac. Inutile de nier. Déballonne-toi. Et tu auras droit à une cigarette. À vous. Et on te laissera boire un verre d'eau. À vous. Et tu pourras aller au GOG. » Mais Hopley resta tassé au creux de son fauteuil IMSS, et il croisa simplement les jambes, ce qui produisit un imperceptible froissement d'étoffe.
Alors, vous vouliez entrer? Vous êtes entré. Videz votre sac et tirez-vous, Alec. On ne peut pas dire que je vous porte dans mon cœur en ces temps-ci. Les Dorrington ne me porte pas dans son cœur non plus. Dit Billy. Et pour être franc, je n'ai rien à torcher de ce qu'elle pense de moi. Ça va aussi bien pour vous, plaquette de beurre. Elle pense que tout ça est ma faute. Vous aussi, j'imagine. Oh, combien de bières avez-vous bu, vous dans le nez quand vous avez heurté cette vieille, Alec? Je parie que si Tom Rangeli vous avait soumis à l'alcotest, son petit ballon se serait envolé directement jusqu'à la stratosphère. Je n'avais rien bu. Et je n'étais pas drogué. Dit Billy. Son cœur s'était remis à cogner à grands coups. Mais ce n'était plus la peur qui l'affolait, c'était la rage. Chaque battement lui résonnait douloureusement dans le crâne. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous le dire. La femme à qui je suis marié depuis 16 ans a choisi ce jour-là de me faire une branlette au volant. C'était bien la preuve, pas la première fois, qu'elle faisait un truc pareil. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Quelle mouche a bien pu la piquer? Alors, pendant que les Darlington et vous, et Carrie probablement, rejetiez le blâme sur moi parce que j'étais au volant, moi, je le rejetais sur elle parce qu'elle m'avait fourré la main dans le cul, dans la culotte, et on ferait sans doute mieux de s'en prendre à la fatalité, au destin, ou à tout ce que vous vaudrez, au lieu de chercher un bouc émissaire. Vous plaît, poussa un grognement. Vous aimeriez peut-être mieux que je vous dise que j'ai supplié Tom Angeli, à genoux, de ne pas me faire subir l'alcotest, ni de prise de sang, que je vous ai pleuré dans le gilet pour que vous étouffiez l'affaire et que vous fichiez les gitans dehors. Cette fois, Oakley ne grogna même pas. Il n'était qu'une masse sombre et silencieuse, prostrée dans un fauteuil Hames. Vous ne pensez pas qu'il est temps vous ne pensez pas qu'il est un peu tard pour jouer à ces jeux-là, dit Billy. Sa voix était devenue rauque, et il s'aperçut, non sans stupéfaction, qu'il était au bord des larmes. Ma femme me masturbait. D'accord. J'ai bien aimé, quand elle a fait ça, je vais pas dit d'arrêter, comme le grosse salope que je suis. Mais quand même, j'ai renversé, tué la vieille gitane. C'est vrai. Elle était à plus de 50 mètres du passage clouté, le plus proche, et elle a brusquement surgi, d'entre deux voitures à l'arrêt. C'est vrai aussi. Vrai encore que vous avez escamoté l'enquête, et que vous les avez expulsés comme des malpropres. Aussitôt, la parodie de procès, dont je suis sorti blanc comme neige. Tout ça est complètement con. Je veux bien. Mais, s'il vous plaît, de rester assis dans le noir, à distribuer des blâmes. N'oubliez pas d'en prendre votre part, qui est loin d'être négligeable. Oh, super pour raison, Alec. Vous avez un sacré métier. Vous avez vu ce film où Spencer Tracy jouait le rôle de Clarence Darrow? C'est quoi le titre déjà? Procès de singe. Oui, vous l'avez forcément vu. Sûr que vous êtes des singes? Oh, ta gueule, toi. Oh. Allez vous faire foutre, dit Billy en se levant. Play poussa un soupir. Oh, asseyez-vous. Dit-il. Billy Alec resta un moment à danser d'un pied sur l'autre. Et il sentait bien qu'une part de lui-même avait envie d'utiliser sa colère à des fins un peu reluisantes. Cette part de lui-même lui soufflait de prétexter une blessure d'amour-propre pour faire une sortie aussi théâtrale que précipitée. Alors, en vérité, cette forme noire effondrée dans le fauteuil Ames lui fichait une trouille monstre. Oh, ne me jouez pas la vertu outragée. Tu au play. Asseyez-vous, poisson. C'est bien, prof bête. Billy se rassit. C'est bien. Il avait la bouche sèche
et les muscles de ses cuisses, t'as des muscles toi, Oh, étaient secoués de frémissements spasmodiques. prenez ça comme vous voudrez, Alec. Je vous ressens plus que vous n'avez l'air de le penser. Épiloguer sans fin sur les erreurs passées, ce n'est pas mon truc non plus. Vous avez raison, je l'ai fait. Je n'y ai même pas réfléchi. Ce n'était pas la première fois que j'envoyais une bande de va-nu-pieds se faire prendre ailleurs. Et j'ai plus d'une fois été appelé à arranger le coup quand un de mes administrés faisait une connerie. Évidemment, il fallait que la connerie en question ait eu lieu dans les limites de ma circonscription, car autrement j'étais marron. Vous seriez surpris du nombre de gros bonnets du coin qui n'ont jamais appris à ne pas se fourrer dans des embrouilles. Enfin, peut-être que ça ne vous surprendra peut-être pas. Oakley éclata d'un rire crachotant d'asthmatique, et Billy sentit la peau de ses avant-bras se hérisser. Tout à fait partie de mon boulot. S'il ne s'était rien passé de plus, nous aurions déjà oublié l'existence de ces gitans. Aucun de nous ne s'en soucierait plus, ni vous, ni moi, ni Washington. Billy ouvrit la bouche pour protester avec indignation. Il voulait assurer Oakley qu'il se souviendrait jusqu'à la fin de ses jours de ses souris... de ses... Il voulait assurer Oakley qu'il se souviendrait jusqu'à la fin de ses jours de ces horribles doubles chocs. Et puis, il se rappela les 4 jours qu'il avait passés à Monk en compagnie de Eddie. Oh. 4 jours à rigoler comme des fous, à manger comme des chancres, à gravir des pistes escarpées, à faire l'amour tous les soirs et quelquefois l'après-midi aussi. Combien de temps s'était écoulé entre l'accident et Monhawk? 15 jours. Il referma la bouche. Ce qui est fait, poursuivit Oakley. J'imagine que la seule raison qui m'a poussé à vous laisser entrer est que c'est consolant de savoir que je ne suis pas le seul à croire à l'invraisemblable réalité de ce que vous arrive. On peut dire que c'est simplement que je me sens seul. Et puis, j'ai les fois, Alec. C'est vrai que j'ai peur, vous savez, extrêmement peur, pas vous? Oh, bah non, enfin, si. Avoua Billy avec simplicité. Vous savez ce qui m'effraie le plus? C'est l'idée que je peux vivre encore longtemps comme cela. C'est épouvantable. Mrs. Callahan va me faire mes courses et elle vient 2 fois par semaine pour le ménage. Et la lessive. J'ai une télé et je suis grand amateur de lecture. Non, ça va pas, non? J'ai fait quelques flassements judicieux qui ont fructifié avec le temps. Et à condition de ne pas être excessivement prodigue, je pourrais sans doute tenir indéfiniment. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire des folles dépenses quand on est dans mon état? Vous croyez que je vais m'acheter un yacht? Ou peut-être louer un jet privé pour aller assister au rallye du Monte-Carlo avec ma pépé? Vous croyez qu'on va m'accueillir à bras ouverts dans les soirées chics avec ma gueule en marmelade? Oh, Billy s'arracha un signe de dénégation. Alors, je pourrais rester là, et ma vie continuerait. Ce serait exactement comme maintenant. Je vivrais comme cela, jour après jour, nuit après nuit. Et c'est de ça que j'ai peur, vous comprenez? On ne peut pas appeler ça une vie. Les jours passent et au lieu de me tuer, je reste assis dans le noir à regarder des émissions de jeux et des feuilletons stupides. Et pendant ce temps-là, ce vieux trou du cul de Zigan se fout de ma gueule. ah, quand est-ce qu'il vous a... Oh, touché? Ça doit faire 5 semaines, si ça peut avoir de l'importance. J'étais allé voir mes vieux à Milford. Je les ai emmenés au restaurant. J'avais bu un peu trop de bière avant et pendant le déjeuner. Et au moment de partir, j'ai jugé qu'il valait mieux me soulager la vessie. Les toilettes étaient occupées. J'ai attendu. Tout d'un coup, la porte s'est ouverte et c'est lui qui est sorti. Oh, le vieux Jigan on est pourri. Il m'a touché la joue et il a murmuré quelque chose. Oh, et quoi? Oh, je n'ai pas pu entendre, car c'est à cet instant précis quelqu'un a fait tomber une pile d'assiettes dans la cuisine. Oh, mais ce n'était pas la peine que j'entende. Je n'ai qu'à me regarder dans le glace pour comprendre. Je suppose que vous ne savez pas s'il campait à Milford. En fait, si. Le lendemain, j'ai appelé mes collègues de Milford pour me renseigner à ce sujet. Ma curiosité était toute professionnelle. J'avais reconnu le vieux Jigan. Une gueule comme la sienne, ça ne s'oublie pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ouais, Dit Billy. paquet de beurre.
Oh, il campait chez un cultivateur de la périphérie de Milford depuis 4 jours. Un arrangement du même genre que celui qu'il avait conclu avec ce brise-couille d'Arnaud-Canster. Les flics de Milford les avaient gardés à l'œil. Et au dire de celui qui m'a répondu, ils avaient levé le camp le matin même. Juste après que le vieux vous ait touché. C'est ça. Vous pensez qu'il savait que vous seriez à Milford, et dans ce restaurant précis? Je n'y avais jamais emmené mes vieux, dit Oakley. C'était une ancienne gargote qu'on venait de rénover. D'habitude, on allait dans un restaurant italien, à l'autre bout de la ville. C'est ma mère qui a eu cette idée-là. Elle voulait voir quelle couleur était la maquette. S'ils avaient gardé les lambris d'origine et d'autres trucs de ce genre. Vous savez combien sont les bonnes femmes? Vous savez comment sont les bonnes femmes? Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous pensez qu'il savait que vous seriez là? La forme effondrée sur le fauteuil, Hims s'abîma un moment dans un silence pensif. Oh oui. Lâcha finalement Oakley. Oui, je pense qu'il le savait. De plus en plus délirant, hein, Alec. Heureusement qu'entre nous, c'est pas vrai, hein. Je sais tout. Ah oui. Dit Alec. Ah, ça vaut mieux. Un drôle de petit rire s'échappa de sa gorge. On aurait dit un cuinement de souris malade. Oh. Au fond, Alec, c'était quoi votre idée? Je ne dors guère depuis quelque temps, mais en général, c'est à cette heure-ci que je me mets à me retourner dans mon lit. Oh. Mis en demeure d'exprimer à haute voix des pensées qu'il n'avait formulées jusque-là, car par lui, Billy se sentit tout à coup très bête. Son idée était faiblarde, inepte. Ce n'était pas même une idée tout au plus un vague rêve. Ma firme a régulièrement recours au service d'une équipe d'enquête privée, expliqua-t-il. La société de recherche Bartonesi. Oh, j'ai entendu parler d'eux. Il paraît que ce sont des cracks. C'est-à-dire que... Oakley n'avait pas fait le moindre mouvement, et pourtant Billy sentit l'impatience qui irradiait de lui par vagues. Il rassembla tout ce qui lui restait de dignité, en se répétant qu'il comprenait la situation aussi bien qu'Oakley, qu'il avait voix au chapitre autant que lui. Après tout, ils étaient dans la même galère. Oh, je veux le trouver, expliqua-t-il. Je veux lui parler d'homme à homme. Je veux qu'il comprenne ce qu'il s'est passé et ce qui se passera quand on pique mes plaquettes de beurre. Je lui déballerai tout. Voilà. Il me dirait que s'il a le pouvoir de faire ça, il peut peut-être déjà, hein, il est peut-être déjà au courant de toute façon, Oh oui. dit Oakley d'un ton qui pouvait passer pour encourageant. Mais je veux tout de même lui exposer mon point de vue, continua Billy. Je suis fautif, d'accord. J'aurais dû freiner à temps. Dans des conditions normales, je l'aurais fait. Ma femme est fautive aussi, à cause de ce qu'elle était en train de me faire. Washington est coupable parce qu'il m'a scandaleusement exonéré. Et vous aussi, vous êtes coupable d'avoir manipulé l'enquête, de les avoir virés de Fairview. Mais bon, ils sont fautifs, Peut-être pas humains, alors, c'est pire. Il avala sa salive. Après quoi, je lui dirais que la vieille dame a eu sa part de responsabilité aussi. Oui, elle traversait n'importe où. Oakley, bon, je veux bien que ça ne soit pas un crime passible de la chambre à gaz. Ah ouais! Oh, ça y est. Mais c'est quand même une infraction. Et justement, parce qu'on risque d'y laisser sa peau, comme elle y a laissé la sienne. Vous voulez lui dire ça? Ce n'est pas que je veux lui dire, mais il le faut bien. Elle a surgi d'entre deux voitures, à l'arrêt, et elle a traversé sans regarder. Même les gosses de cours de préparatoire ont déjà appris à ne pas faire ça.
Sans doute qu'elle n'aura pas eu une dose suffisante d'instruction civique et morale à l'école, à primaire. Fille au play. En fait, quelque chose me dit qu'elle n'a jamais été à l'école primaire, vous me suivez? Ah, ça, je n'y change rien. Hein, s'entêta Billy. Hein, le simple bon sens. Alec, vous devez être avide de punition. Coupa l'ombre de Hopley. Ça ne vous suffit pas de maigrir, vous voulez décrocher la tombolle? Peut-être que ce coup-ci, il va vous toucher les intestins? Faire monter la température de votre sang à 45 degrés ou... Ah, je ne vais pas rester les fesses dans un fauteuil à faire you, protesta Billy avec furie. Ah, peut-être qu'il peut annuler le maléfice, Hopley. Hein, y avez-vous songé, Oh, je me suis documenté là-dessus. dit Hopley. Je crois bien que j'ai compris ce qui m'arrivait aussitôt que le premier bouton a pointé sa vilaine tête au-dessus de mon sourcil droit. Quand j'étais au lycée, c'était toujours à cet endroit-là que mes attaques d'acné débutaient. Et j'en ai eu de gratinées, croyez-moi. Alors, j'ai lu toutes sortes de bouquins sur la question. Ainsi que je vous le disais, je suis grand amateur de lecture. Eh bien, figurez-vous qu'il existe des centaines de livres sur les sorts, les maléfices et les envoûtements, mais quasiment aucun sur la manière de les retirer. Bon, peut-être qu'il ne pourra pas. Hein, sans doute même, admettons. Mais ça ne m'interdit pas d'aller le voir, mon Dieu, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire: vous n'avez pas été équitable dans votre partage, grand-père. Ma femme n'a pas eu sa part, la vôtre non plus. Bah si, là c'est bon, elle a eu sa part, elle est morte. Et tant qu'à faire, pourquoi est-ce que vous n'y auriez pas le droit vous-même? Oui, où étiez-vous pendant qu'elle s'aventurait sur la chaussée, sans regarder ni à gauche ni à droite? Hein, si elle n'avait pas l'habitude d'évoluer dans les rues d'une ville, vous ne pouviez pas l'ignorer. Alors, où étiez-vous? Hein? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me la prendre par le bras pour la guider jusqu'au passage protégé, un peu plus haut, dans la rue? Hein? Pourquoi? Oh, ça suffit! dit Hopley. Si j'étais juré, vous m'auriez convaincu, Alec. Mais vous avez négligé un facteur essentiel. Non, lequel? Interrogea Billy, la gorge serrée. Le facteur humain. Nous sommes victimes des humains. Oh, oh. Nous sommes victimes du surnaturel. Oh, n'empêche que c'est de la nature humaine que nous avons affaire. En ma qualité de policier, d'ancien policier, je suis bien placé pour savoir qu'il n'existe pas pas de mal absolu, de bien absolu. Rien n'est tout à fait blanc ou tout à fait noir, à part la poule. Il n'y a qu'une infinie variété de gris, qui vont du plus clair au plus foncé. Mais vous ne figurez quand même pas que le mari de cette femme va avaler ce genre de couleuvre? Si? Ah, je ne sais pas, Moi, je sais. dit Hopley. Je le sais, Alec. Je pénètre si bien les intentions de ces bonhommes qu'il m'arrive parfois de me dire que je dois être en communication mentale avec eux. Toute sa vie, il a vadrouillé, de lieu en lieu, en se faisant injecter sitôt que les braves gens de l'endroit avaient leur content de marijuana ou de hache. Sitôt qu'il avait perdu leur comptant de petite monnaie à la roue de la chance, toute sa vie, il s'est fait traiter de voleur de poules. Les braves gens sont enracinés dans leur terroir. Et les gens comme lui n'ont d'attache nulle part. Dans les années 30 et 40, il a sans doute vu des tarés foutre le feu aux tentes de ses conseillères histoire de s'amuser à bras. Et dans ces tentes, il y a peut-être eu des bébés et des vieillards grillés vifs. Il a vu ses filles ou seuls de ses copains se faire harceler, violer même. Parce que les braves gens savaient bien que les gitans baisent comme des lapins, que leurs gonzesses ne sont pas à ça près. Et que même si ça ne chiffonnait personne, n'en aurait rien à foutre. C'est bien le cas de le dire. Peut-être qu'il a vu ses fils ou ceux de ses copains se faire battre comme plâtre pour des meutes de jeunes trous du cul qui n'avaient pas digéré les quelques dollars que leur dame avait perdu au bonneto. C'est toujours le même scénario. Vous arrivez dans un patelin, les braves gens prennent ce qu'il leur faut, et là-dessus on vous expulse.
Des fois même pour des faits, pour faire, des fois même pour faire bonne mesure, vous avez droit à une semaine en cabane où on vous envoie casser des cailloux pendant un mois entier. Et puis, Alec, pour couronner le tout, un ultime coup de sort s'abat sur vous. Un avocat plein aux as, nanti, d'un triple menton et une bajoue de bulldog écrabouille votre femme. Une vieille de 75 balais, myope comme une taupe, qui souffre peut-être d'incontinence d'urine, qui se lance un peu étourdiment sur la chaussée parce qu'elle est prise d'une envie pressante et craint de se pisser dessus en pleine rue. À son âge, on a les os fragiles, Alec. Il pète comme du verre filé. Et là, vous attendez le jugement en vous disant que cette fois, rien que cette petite fois, va peut-être vous rendre justice. Une seconde de justice. C'est une bien modeste compensation pour quelqu'un qu'on a traité comme de la merde toute sa vie. Oh, c'est ça, plaît, dit Billy d'une voix étranglée. Arrêtez, vous voulez bien? Il tamponna distraitement du dos, de la main ses joues ruisselantes de sueur. Mais ce n'était pas de la sueur, il pleurait à chaudes larmes. Non, vous allez m'entendre jusqu'au bout, Non, c'est sûr. fit Opé avec une noire jubilation. Vous ne l'avez pas volé. Oh, je ne vous en dis pas qu'il ne faut pas y aller, Alec. Daniel Webster est bien arrivé à fléchir Satan que personne, alors pourquoi pas vous? Mais à mon avis, vous vous faites encore trop d'illusions. Ce type-là est en rogne, Alec. Il est fou de colère. Si ça se trouve, il a même carrément perdu les pédales. Et dans ce cas, vous n'aurez plus qu'à aller lui faire votre boniment à l'hôpital psychiatrique de Bridgewater. Il a juré de se venger. Et quand on a juré de se venger, on n'est pas enclin à avoir avoir que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Quand votre femme et vos gosses sont tués dans un accident d'avion, vous ne voulez pas qu'on vous explique que la défaillance du circuit A a bousillé le contacteur B, que le l'aiguillère du C s'était affaibli par le virus grippal D, et que le navigateur E ait mal choisi son moment pour aller aux toilettes F. Tout ce que vous voulez, c'est traîner la compagnie aérienne devant les tribunaux et lui faire cracher le plus de pognon possible. Ou décrocher votre fusil et aller abattre quelqu'un. Vous cherchez un bouc émissaire, Alec. Vous voulez que quelqu'un paye. Et là, c'est nous qui payons. On déguste. Oh, et ça le console. Oui, je crois que je comprends le problème nettement mieux que vous, Alec. Avec une lenteur exaspérante, la main de Hopley s'approcha du petit rond de lumière projeté par la lampe du bureau et tourna l'abat-jour de façon à ce que son visage fût éclairé. Alec entendit une exclamation étouffée. Il ne s'aperçut pas qu'avec retard que c'était lui qui l'avait émise. L'écho des paroles de Hopley lui résonnait dans la tête. Vous croyez qu'on va vous accueillir à bras ouverts dans les soirées chic avec ma gueule aux marmelades? La peau de Hopley évoquait un paysage lunaire dévasté par un cataclysme. Son menton, son cou, ses avant-bras et le dos de sa main étaient couverts d'énormes cloques écarlates. Certaines grosses, comme des soucoupes, des éruptions moins importantes lui grêlaient le front et les joues. Son œil était infesté d'une masse fourmillante de points noirs. Entre les soulèvements de chair vif et le ruisseau de pluie jaunâtre dessiné d'étranges lascifs auxquels se mêlaient quelques filets sanglants. Des touffes de poils noirs et drus jaillissaient çà et là, et malgré la confusion que s'était emparée de son esprit reclus d'horreur, Alec comprit que c'étaient les poils de barbe, et que Hopley avait sans doute été forcé de renoncer à se raser depuis longtemps. Déjà, par cet invraisemblable chaos de boursouflures et de pustules. Hey, Burke, il dégueule, Picasso! Enchâssés, comme deux saphirs au centre de ce paysage rouge et suintant, les yeux bleus de Hopley le regardaient. Ils restèrent rivés sur le visage de Alec pendant que ce qui lui parut être une éternité. On aurait dit que Hopley se repaissait de son horreur et de sa révulsion. À la fin, il hocha la tête comme repu et il éteignit la lampe. Oh mon Dieu, plaquette de beurre, je suis navré. Oh, ne soyez pas, dit Hopley, dont la voix avait repris son intonation bizarrement jubilante. Vous vous dégradez plus lentement, mais vous en serez bientôt au même point que moi. Mon arme de service est rangée dans le 3e tiroir de ce bureau et quand j'en pourrai plus, j'en ferai usage, quel que soit l'état de mon compte en banque.
Le bon Dieu n'aime pas les lâches, comme disait mon père quand j'étais petit. J'ai voulu que vous ne me voyez comme ça, vous comprendrez. Oh, je sais bien que ce qu'il éprouva, ce beau vieux Romain Michel, car moi, je n'irai pas lui faire une plaidoirie avec des trémolos dans la voix. Je ne serai même pas de me justifier. Je le tuerai pour lui faire payer ça, Alec. L'horrible masse sombre mieux dans son fauteuil. Alec entendit Opley se passer les doigts sur la joue. Ensuite, il perçut le bruit humide et écœurant d'un pustule mûr qui crevait. Oh, d'abord. Rosington se couvre d'écailles. Opley est pourri, me sur pied, et moi je dépéris. Se dit-il. Seigneur, faites que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve. Faites que je suis fou, même pourvu que ça ne soit pas vrai. Je le tuerai lentement, reprit Opley. Je vous épargne les détails. Billy voulut parler, mais n'émit qu'un vague croissement. Je comprends ce qui vous passe à vouloir faire cela, dit Opley d'une voix sépulcrale. Voilà, sépulcrale. Mais à mon avis, vous n'aboutirez à rien. Pourquoi ne pas le tuer, Alec? Ça vaudrait peut-être mieux, non? Pourquoi est-ce que vous ne... Mais Alec n'en pouvait plus. Il se rua hors de la pièce obscure en se cognant douloureusement la hanche contre l'angle du bureau, avec la folle certitude que Opley allait tendre vers lui une de ses affreuses mains et le toucher. Mais Opley n'esquissa pas le moindre geste. Alec, putain, jaillit hors de la maison. Eh oh! On aurait pu regarder avant de se sauver s'il n'y avait pas un ou deux lingots planqués dans la maison. Et voilà pour cette partie 6. Bon, c'est dur avec la chaleur de garder la voix à peu près correcte, sans boire, sans s'abreuver les cordes vocales, c'est un peu difficile. Bon, on a quand même tenu, hein, malgré les 72 degrés de l'appartement et la voix qui se casse, mais bon, voilà, hein, quand on fait des voix, on dirait normal, peut-être que la voix se pèterait pas. Ah ouais, Odile. Oh, tu m'étonnes là. Et voilà, Odile est morte. Bon, c'est ça. j'espère que ça vous a plu. Ça y est, elle se gorge déjà de beurre parce qu'elle joue le rôle d'un mec. Ça y est, elle se jeter sur des rondelles de beurre. Allez, on va attaquer la partie 2. Allez hop, ça parle de malédiction. La tombe du roi de Pologne. Ah, on va parler lit. J'en veux. En 1970, des archéologues ont ouvert sa tombe, la tombe de Casimir, voilà, ont ouvert sa tombe, Casimir IV. Ah, allez, en cause dinosaure, ça a vite changé. Les mecs seraient tous morts. La cause? Bah, des champignons. J'en prends des champis. Pour me détendre, ça ne tue pas. Ah, que des faibles. Tipper Canoë, un chef indien. Ah, moi, le rouge, je le préfère sous forme de fraise. De la tribu des Shawnee. Après s'être engueulé avec le président Harrison, il a maudit comme quoi que tout chef d'État qui deviendrait le numéro 1 à toute date se terminant par un 0, y passerait. Pas très cruel comme menace. Et il y en a combien qui sont passés? Bah du coup, au fil du temps, on voit que ça marche pas, puisque bon, il y en a pas, voilà quoi, trop, et la malédiction change curieusement. Et ça devient que 7 présidents mourront. Ah, c'est tellement facile de changer les cartes. Ah, tu m'étonnes que là, pour le coup, bon, je sais pas c'est qui a décidé de changer la malédiction, mais bon. Et là, pour le coup, il y a vraiment 7 présidents qui sont morts. William Harrison, Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, Warren G. Harding, Franklin Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy et Ronald Reagan. Bon, Ronald Reagan, il est mort, ça savez, je trouve, mais bon. Ouais, alors? Et à part moi, tout le monde classe. Ouais, bah, je sais que ça te désespère. La malédiction de Macbeth. Il paraît que chaque personne qui interprète le rôle, eh ben, il lui arrive un truc. Je veux jouer ce rôle. Oh, déjà, tu nous emmerdes assez comme ça, c'est bon. Le premier qui le joue en 1606 tombe malade et meurt peu de temps après être sorti de scène. Je le sens, ce rôle. Les femmes qui interprètent le rôle furent virées de scène car les spectateurs croyaient qu'elles étaient de vraies meurtrières. Ce peuple de gueux est vraiment idiot. Malgré toutes ces morts aux choses pénibles, la pièce est toujours jouée et appréciée. Ouais.
Encore de la encore de la fausse pub. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, les malédictions sont un peu faciles. Bon, Macbeth, je la connaissais parce que j'ai fait du théâtre. Bon, je me dis que bon, j'ai jamais joué Macbeth, mais bon, faudrait le jouer. Prendre des personnes qu'on n'aime pas pour voir si ça va leur porter malheur. Qui sait, on sait jamais, hein. Voilà pour la deuxième partie. Bon, on va attaquer la troisième. Elle sera durera pas parce qu'on n'a pas vraiment des tonnes de sujets. Depuis les Jeux Olympiques, on n'écoute plus la radio, donc du coup, côté média, on est un peu en panne sèche. Voilà quoi. Bon, là, on va attaquer directement quoi. On va attaquer directement. Ça y est, la Russie s'est fait envahir. Une des rares fois, une de ces rares fois, une de ces rares fois, elle s'est fait envahir par, on dit dans l'histoire quoi. Donc, elle s'est fait envahir par les Ukrainiens américains entre guillemets, les Ukrainiens. Donc voilà, savoir maintenant, comme par hasard, tous les médias et tout le monde est tout content. Ouais, surtout qu'il faut préciser que dans les troupes, qu'il y a des Français et des Polonais. Encore une fois, bah, il y a de l'armée française alors que bon, ils sont pas censés être sur le terrain, bien sûr. On sait très bien que ils sont pas officiellement dans l'armée. Bon, c'est facile de faire intervenir des soldats, il suffit juste de les faire démissionner. Et ensuite, on leur propose, sous un titre de mercenaire, de bosser. Voilà. Mais bon, combien de temps ils vont rester en Russie? Bon, même si c'est pas très très loin, mais bon, ça reste quand même, ils ont quand même entre 30 et 900 kilomètres. Non, je sais plus, je sais plus combien exactement d'incursion. On va voir combien de temps ils vont rester. Même si c'est stratégique, hein, faire perdre, faire reculer la. Parce que bon, mais ça peut être bon comme ça peut être mauvais pour eux, parce que bon, là, les médias sont tout contents, ils ont réussi à rentrer. Le problème, c'est que bah, Poutine va finir par envoyer des hommes, et ces milliers d'hommes qui sont là-haut, bah, ils auraient pu être bon, ils auraient pu être sur le terrain pour renforcer les troupes, pour pouvoir prendre des positions en Ukraine. Donc, bah, si ils se font tous dilapider là-haut, bah ça leur fera un millier d'hommes en moins. Attention, je tiens pas plus avec Poutine qu'avec Biden. Ce que je trouve pas normal, c'est que on doit choisir un camp, c'est qu'on nous force à choisir un camp. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces putains de riches se mettent sur un ring et se cognent dessus, ce qui serait plus normal. Parce que bon, Surtout qu'on sait très bien que ce parce soit que Poutine bon, ou que ce soit machin, c'est des intérêts, c'est tout. Le parce peuple que n'en aura Biden rien. veut faire tomber Poutine, mais bon, on sait pas qui remplacera Poutine, hein, parce que ça peut être pire. Donc bon, est-ce qu'on est contre un Poutine en ce moment qui est voilà ou avoir quelqu'un Oui, de puis tu pire? m'étonnes, et puis on peut dire, ah, Poutine, le grand tueur, tout ce qui s'ensuit. Pour l'instant, Poutine y est allé doucement. Il y a eu des campagnes de guerre russes qui ont été beaucoup plus violentes. Là, là il est encore gentil. Il n'y a pas eu de gros bombardements intensifs, des vrais bombardements intensifs. Allez demander à d'autres pays qu'ils ont subi ce genre de choses. Quoique, bon, on va dire ça, mais bon, c'est vrai qu'après, les bombardements de l'OTAN au moment des guerres. Ça y est, j'ai vu le pays. Il Ouais, se ça c'est rappelle pas. plus. Ouais, j'ai obligé. Voilà. De Kosovar et je sais plus quoi là. Enfin bon, pour l'instant, c'est une guerre entre deux puissances, c'est tout. C'est pas une guerre. Nous, on est la France ou l'Ukraine ou les autres pays sont simplement que des terrains de combat. Hein. C'est tout. Hein. Voilà, on est sous-fifre. Et puis Macron, bon, c'est un pion. Voilà. Puis on voit encore une fois les médias qui jubilent. Ils jubilent et ils attendent même pas en fait. Ça tombe, ils vont ce qu'ils viennent faire, ça va être avorté. Alors bon bah s'ils réussissent pas leur coup, et les médias vont dire quoi? Oh bah Poutine, c'est parce qu'il a eu l'aide de je sais pas quoi. Là ils sont en train de chuner parce que l'Iran va leur fournir des bombes ou je sais pas quoi. Mais bon, même s'ils vont acheter des bombes, franchement la Russie c'est un pays producteur. S'ils ils ont pas besoin de l'Iran, bien sûr avec quelques bombes en plus c'est bien, mais bon. De toute manière, ça sert à rien de s'offusquer pour ça. De toute manière, nous on fournit combien d'armes à l'Ukraine? Avant, on en a presque tout. L'Ukraine n'aurait jamais résisté. L'Ukraine ne pourrait pas faire ce qu'elle fait aujourd'hui si elle n'avait pas été aidée par l'Occident. Et même s'il est vrai que l'Occident a promis beaucoup d'aide et elle en donne pas autant, en tout cas ils n'ont pas encore toutes les aides que l'Occident a promis, mais l'Occident a quand même fourni pas mal.
que ce soit en armes ou que ce soit en mercenaires. Parce que bon, tous les mercenaires, toutes les personnes qui vont, c'est un arrosement en fait. On dit ouais la Russie, elle est faible, elle dit qu'elle pourrait prendre l'Europe, ils arrivent pas à prendre l'Ukraine, mais les gens se rendent pas compte en fait que tout ce qu'il y a, je vais pas dire toutes les armées occidentales, ça c'est pas vrai, mais en tout cas énormément d'aide de plusieurs pays se concentre en Ukraine pour lutter contre la Russie. Et la Russie n'a pas concentré pour moi toutes ses forces. Faut pas croire, hein, ils ont de l'armement beaucoup plus sophistiqué. S'ils veulent, ils rayent l'Ukraine. Hein. Enfin bon, maintenant l'acteur Zelensky lui se plaint parce qu'à cause des JO, bah, il a eu moins de pognon. Ça y est, c'est fini au moins. Ouais, voilà, maintenant on va pouvoir lui rendre du pognon, hein. Voilà, c'est tranquille. Bon, bah voilà, est-ce qu'on peut en parler de la Russie? Là, Trump, lui, voilà, Trump a perdu parce que bon, Kalamarkiri, ouais, je sais même plus dire son prénom du coup. Kalamarkiri, enfin la gonzesse qui a, voilà, Ouais, va gagner. Kamala Harris. Voilà, elle va gagner, donc voilà, Trump a Ça y perdu. est, elle arrive à peine. Tout le monde l'aime pas. Enfin, tout le monde. Il y en a qui l'aimaient, mais Bah moi quand j'écoute les journaleux qui parlaient avant, vu le bilan qu'elle a eu avec Biden, je vois pas pourquoi aujourd'hui elle est ah appréciée. oui, que personne l'aimait en Ouais, fait. parce qu'elle a pas un bon Ah si, bilan, hein. bon, il y a des personnes, toujours eu Elle des a pas un bon personnes, il y a bilan. toujours des personnes qui aiment les politiciens. Bon, après, je sais pas comment ils font, Ah, moi aussi, je sais pas comment qu'il faut quand tu vois mais un escroc comme Sarkozy qui est apprécié. mais bon, Kamala Harris, en fait, qu'elle soit proposée en tant que présidente ou en tant que je sais pas trop quoi, je vois pas en quoi ça change en fait. Donc là, ils sont en train de lui faire simplement une pub ou avec des faux sondages. Ouais, elle est en train de monter dans les sondages. Ils sont en train de préparer en fait leur future triche. Moi, je dis de toute manière, si elle gagne, c'est de la triche. Bon, moi j'en sais rien. Tu peux pas du jour au lendemain. Non mais le mec, il est au niveau des sondages et tout, au niveau de sa popularité, elle a explosé comme jamais. Tu peux pas du jour au lendemain, oh bah, Kamala Harris l'a Bah rattrapé. attends, Alors que peut-être dans, qu'elle a fait des grandes choses ouais, entre deux. alors que dans les sondages, ah oui, non mais à la rigueur, voilà, elle aurait fait des grandes choses. Alors quoi? Ok, d'accord, les gens, les médias la présentent un petit peu mieux, un peu mieux niveau image. Ils Bon, en tout ressortent cas, quelques semaines avant, ils en disaient pas vraiment du bien, hein, parce que bon, elle a pas fait un beau. a fait, elle a quoi? Elle va pas, voilà, ses trucs à elle, ouvrir l'immigration tout azimut, ouvrir les frontières tout azimut, LGBT compagnie, et quoi, feu black machin bidule shot là, live matter, en fait toutes ces conneries là en fait, ouais, bah ça reste des conneries pour moi. Et Oui, bah pour moi c'est pas des groupes qui représentent les minorités. Pour moi c'est des groupes qui descendent les minorités ah, et surtout qui se le servent mouvement woke. et qui se servent d'eux pour assouvir l'humanité. Bon, alors, bon, bah, enfin, à moins qu'on se trompe, hein, là, je suis pas encore pleinement sûr, mais bon. D'habitude, bah, avec la France, je sais qui c'est qui va encore gagner la prochaine fois, mais par contre, en Amérique, je suis encore hésitant, Oui, non, hein. mais de toute manière, ils vont bidouiller. Comme à notre élection, ils ont beau dire que c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de triche. Bon, quand on fait tout pour empêcher les procès et quand on peut Ah, pas. ils ont fait quasiment pareil pour Trump aussi, hein, ils s'en est sortis. Parce que bon, ça va, il a été quand même pas mal, sinon bon, et je trouve qu'il s'en est pas mal sorti, hein, de ses procès, il a eu quoi? Quasiment rien, il a payé un tout petit peu de pognon sur son énorme fortune, bon, c'est tout, hein, si les riches s'en sortent toujours comme ça, voilà quoi, mais bon, je me dis que ça va, il peut pas se Ouais, plaindre, mais hein. ils l'ont quand même, ils ont quand même réussi à accuser, alors que là, Voilà, en comme tout cas, par ce qu'il hasard. cache en ce moment, parce que je l'ai entendu sur Europe 1, ce qu'il cache en ce moment, par contre, c'est que son fils, Biden, il cache qu'il a ses emmerdes avec la justice en ce moment, avec l'Ukraine, avec tous ceux qu'il a Bah, comme fait de d'habitude, la malversion du pognon. son ordinateur Donc, et encore, mais c'est hein, curieux, comme l'Amérique cache ça, on oublie les autres trucs plus, hein. pendant ce temps-là, il cache ça. Bon, Biden, maintenant, se présente lui, donc maintenant, il faudra trouver des excuses avec le Kalamarkiri. Ouais, elle, ce qu'elle aura fait, j'en sais rien, mais bon, de toute Oh manière. bah, Parce qu'on parle des choses que Trump a fait, mais on oublie toujours, oh, bon, d'accord, on va dire son fils. Bon, son fils, il n'est pas président, donc il n'a pas. oh, mais Biden, de toute Mais façon, bon, c'est pareil, hein, les magouilles. De toute façon, la plupart des membres des démocrates, enfin, dans les hautes sphères, à moi, tous les politiciens, donc que ce soit oh, n'importe quel bord, moi, de Poutine jusqu'à
jusqu'à Trump, en passant par Biden, et puis après, il y a tous leurs sous-fifres, hein, comme Non, Macron. mais c'est ça qui est bien avec les gens, c'est que, et surtout, parce que eux, entre eux, c'est normal. Ils se descendent entre eux. Donc c'est une guerre entre eux. C'est normal qu'ils s'accusent les uns les autres. Ils vont pas s'accuser eux-mêmes. Par contre, le plus déplorable, c'est le peuple. Là, ils sont là, Trump est chaud, alors que je sais pas, ils sont en train de voir des mecs qui se comportent presque comme des mafieux, c'est même pas des présidents. Et puis, bah, ils sont là, non, mais eux, ils sont bien. Ah, tu Ah, c'est sais, bien, hein, là. c'est mieux que Trump quand même. Hein. Eux, ils font rien. Hein. Eux, ils sont dans aucune magouille. Hein. Eux, c'est des gentils. Hein, moi, Ah, pitié. là, on le voit dans les dernières élections en France, hein. Macron a quand même gagné, donc ce qui est pas normal pour moi, hein. Bon, en n'étant pas pour Le Pen, je me dis que bon, elle avait toutes ses chances de gagner. D'un seul coup, Macron a fait des accords avec Roblochon, et puis voilà quoi. Ce coup, voilà quoi, c'est Le Pen se retrouve, je sais pas combien, ils ont même pas le droit à une place, alors ils avaient le suffrage des Surtout votants. qu'ils ont toujours, ils ont toujours le nombre au-dessus de tout le monde. Eh ben, des votants, je veux dire, C'est parce ça que qui me pas des fait, Français. ouais, voilà, c'est ça qui me fait marrer. Bon bah voilà, je me dis que les présidentielles vont être belles en France en tout cas, parce que bon les américaines j'ai encore un doute, on verra bien. Moi je me lance pas encore là-dessus. Si Trump gagne, bon bah voilà quoi. Mais bon, je me dis que Là, ils essayent aussi de le faire passer pour un vieux sénile. Les derniers trucs que j'ai bon lus. enfin il est quand même beaucoup Oh, plus. il a oublié son ancienne campagne. C'est fou pour lui. Je sais pas trop quoi. Dernière connerie. Voilà, moi je me dis que bon on aura peut-être plus de choses à se raconter la prochaine fois puisqu'on aura réécouté des médias, peut-être, sans doute. Enfin on verra bien. Mais bon là pour l'instant on est en panne de médias puisque bon disons que les Jeux Olympiques bon voilà quoi. On en bouffe tellement à toutes les chaînes et à tous les goûts que bon, à force, on s'est tapé à un diabète de Jeux Olympiques. Donc voilà. Donc j'espère que cette émission vous a plu, que vous avez un jour laissé des pouces levés, des commentaires ou des pas de pouces vers le bas et pas de fuck you parce que tout lire va pas aimer. Sinon, bah on laisse une trace dans l'histoire, hein, comme ça. Il y a deux gonzesses que j'écoute en ce moment, j'aime bien parce qu'elles font pas ça pour le succès, elles le font parce qu'elles aiment faire ce qu'elles aiment. Moi, j'aime écrire et raconter des histoires. Enfin, donc voilà. Je me dis au moins ça continue pour ça. Bon, il y a encore plein d'histoires là derrière que Tutulir a écrites il y a quelque temps et qu'il va en écrire des nouvelles euh, pour Halloween. Je sais pas s'il aura le temps d'écrire. Enfin, parce qu'avec cette émission qui dure avec Stephen King, je sais pas s'il aura le temps d'en écrire une vraie nouvelle. Enfin, il est tombé par hasard dans ses archives sur une histoire qui se rappelait plus. Et puis pour Noël, et ben voilà quoi, on aura aussi peut-être logiquement une nouvelle histoire. Et sinon, bah voilà, la troisième partie, bah, vous nous croyez ou pas, bon, moi je cherche pas à me faire croire, je dis seulement ce que je pense. Je veux pas fabriquer une armée, même si je rêve à faire tomber tous ces salopards qui sont au pouvoir, que ce soit n'importe lequel d'ailleurs, hein. Si les peuples se réveillaient, je me dis qu'ils se la pèteraient beaucoup moins, tous ces putains de mecs sur les trônes. Que ce soit de Russie jusqu'en Chine, en passant par la France et l'Amérique, si tous les peuples se levaient, au lieu de se battre pour des trucs qui pour moi ne sont vraiment pas importants, voilà quoi. Donc la prochaine fois ce sera la partie 6 de la pousse sur les os. Odile, j'espère qu'elle aura un peu plus de voix. C'est vrai Odile. Oh, Eh, t'es en train de maigrir de plus en c'est plus. ça. Allez, salutations à tous, à la prochaine.